faveur de la scolarisation de millions d'enfants dans les pays en développement par la construction et l'équipement d'écoles et l'appui à la formation d'enseignants. Je renouvelle mon appel aux pays et institutions partenaires qui n'ont pas encore réagi et qui le feront dans les prochains jours pour soutenir le partenariat mondial pour l'éducation. Il nous appartient également, en tant que pays bénéficiaire, d'intensifier nos efforts pour l'école. C'est ce que nous faisons au Sénégal en consacrant, je l'ai dit, 25,48% de notre budget au financement de l'éducation et de la formation. Et nous comptons poursuivre nos efforts, car l'éducation n'a pas de prix. Voilà les quelques mots introductifs que je souhaitais faire, en attendant d'avoir le plaisir d'écouter le co-parrain que nous rencontrons. Merci, Julien. Merci, Monsieur le Président, cher Macky Sall, Madame la Présidente, chère Julia. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je pense que c'est une étape importante que nous avons franchie aujourd'hui et qui correspond à l'engagement que nous avions ensemble souhaité. 10 présidents et chefs de gouvernement étaient présents, plus de 60 ministres du monde entier, et des nouveaux bailleurs sont entrés dans le club, comme les Émirats arabes unis, qui ont fait une contribution importante. La contribution d'État du G20 marque aussi un tournant notable dans l'histoire des fonds multilatéraux. Et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la contribution française passe de 17 millions d'euros à 200 millions d'euros. À celle-ci s'ajoutent les 100 millions d'euros d'aide bilatérale que nous avons confirmées. Évidemment, la part que la France aussi représente dans l'engagement de l'Europe. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que nous avons eu, parce que Madame la Présidente, vous êtes très rigoureuse, donc vous avez annoncé 2,3 milliards de dollars. On a eu quelques autres engagements non totalement confirmés, donc vous avez été prudente et il en reste quelques-uns. Il y a aussi plusieurs pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, qui pour des raisons parfois politiques internes ne sont pas encore rentrés dans le club. Et donc, nous serons attachés avec nos coparrains Macky Sall à poursuivre toutes celles et ceux qui restent pour bien achever l'objectif de 3 milliards de dollars à horizon 2020 et cet objectif de 2 milliards de décaissement à partir de 2020. J'ai rappelé tout à l'heure dans la prise de parole que j'ai eue les objectifs et la raison d'être de tous ces engagements. Je veux dire ici simplement que notre volonté, c'est véritablement d'utiliser à plein ce que le PME permet de faire et d'avoir une stratégie à la fois en développement d'offres éducatives, de construction d'écoles, de collèges, de lycées, mais également de formation des enseignants. Et la France souhaite tout particulièrement s'engager sur ce sujet. Nous allons développer une stratégie justement pour former les formateurs et éduquer les maîtres. Avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est une stratégie que nous voulons poursuivre en partenariat avec l'ensemble des pays qui en ont besoin. Je voulais aussi remercier le président Macky Sall pour son accueil à l'occasion de ma première visite au Sénégal. Je vous avais reçu dès les premières semaines de ma prise de fonction à Paris. Et l'amitié entre nos deux pays justifie pleinement l'intensité de ces échanges. Et cette visite est aussi pour moi une nouvelle étape pour approfondir encore nos liens et mettre en application ce que j'ai pu dire en novembre dernier à Ouagadougou, c'est-à-dire une vision des relations avec le continent qui consiste résolument à travailler avec tous ceux qui font le choix de l'avenir et de la jeunesse et d'œuvrer au service des projets portés par les gouvernements africains et pour les populations justement concernées. C'est exactement le cœur des projets que nous avons par exemple vu ce matin. Le train express régional va changer la vie de millions de femmes et d'hommes à Dakar et nous avons confirmé d'ailleurs plusieurs contrats qui ce matin permettront d'aller au bout de ce projet à marche forcée, si je puis dire, qui doit être finalisé pour janvier 2019 et qui est au cœur de la stratégie économique qui nous lie. Et au-delà de ce projet, nous avons signé plusieurs accords en matière technologique, d'infrastructure ou d'environnement. Et l'école que nous avons visitée ce matin a été permise, cette série de collèges, par justement un engagement de l'Agence française de développement et un vrai partenariat entre nos ministères de l'Éducation nationale, puisqu'il y a eu à la fois de la construction d'écoles, mais aussi de la formation des maîtres. C'est autour de ça
que nous voulons poursuivre notre travail en commun. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous renforcerons, que nous avons décidé de renforcer le partenariat éducatif entre nos pays. La coopération franco-sénégalaise est déjà forte, mais nous voulons la porter plus loin, et c'est l'ambition de la création d'un campus universitaire franco-sénégalais à Dakar, qui est un projet ambitieux, destiné à répondre à la demande des étudiants comme des entreprises ici au Sénégal. Et je crois que c'est vraiment, à mes yeux, emblématique de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Nous avons évidemment évoqué aussi les sujets communs de sécurité, de défense. Nous avons des forces françaises qui sont présentes ici. Nous avons pris, au-delà de l'école de formation d'armée de l'air, la décision d'avoir l'école de formation en cybersécurité ici et d'en faire un hub régional, ce qui est, je dirais, fidèle à l'engagement conjoint que nous avons en matière de sécurité. Enfin, et je finirai là-dessus, nous œuvrons ensemble pour l'un de ces biens communs qu'est l'éducation, sur lequel j'ai souhaité que la France s'engage beaucoup plus fortement qu'elle ne l'était jusqu'alors, en particulier en Afrique. Il y a un autre bien commun sur lequel nous nous engageons fortement ensemble, et nous y serons demain, si je puis dire, en tout cas dans un lieu symbolique, c'est l'environnement. Vous étiez présent au One Planet Summit et j'avais à ce moment-là été interpellé par le maire de Saint-Louis, qui vit sur son rivage même, dans sa ville même, les conséquences directes du réchauffement climatique et des désorganisations liées à ce phénomène. J'avais pris l'engagement de venir, c'est ce que nous ferons demain, en faisant aussi des annonces concrètes, directes, et qui changeront la vie des Sénégalaises et des Sénégalais en lien avec les projets que vous portez pour Saint-Louis, parce que c'est aussi ainsi que nous voulons forger la relation bilatérale. Enfin, nous sommes l'un et l'autre profondément attachés à la francophonie, une francophonie ouverte, mondiale, rayonnante. Et je dois dire que le Sénégal, j'étais il y a 2 jours en Tunisie, jusqu'à hier, pardon, en Tunisie, vous avez cela en commun, ce sont 2 grands pays qui ont porté la francophonie et qui l'ont créée. Beaucoup de gens pensent que c'est la France, c'est faux. Et ce Sénégal qui a tant porté la francophonie incarne justement cette vision du français qui rayonne. C'est pourquoi j'ai aussi tenu à être accompagné pour ce déplacement par des personnalités sénégalaises ou franco-sénégalaises talentueuses, artistes, photographes, stylistes, entrepreneurs, une jeune génération qui fait rayonner le Sénégal et fait vivre cet imaginaire commun, ce qui fait aussi partie des projets que nous souhaitons justement porter en Afrique. Merci beaucoup, Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre engagement. Merci. Alors, je voudrais juste, à la suite du président Macron, ajouter que cette visite est une continuité et un renforcement des relations anciennes, cordiales et confiantes qui existent entre la France et le Sénégal. Et je fais bien toutes ces observations quant à la qualité de la coopération entre la France et le Sénégal. C'est une coopération dynamique, fructueuse, positive, décomplexée, bâtie sur des relations anciennes mais qui regardent vers l'avenir. Et tout ce qui a été dit dans la coopération en matière d'éducation, de formation, de sécurité, de migration, sur laquelle nous sommes tout à fait en phase, la nécessité de combattre l'immigration clandestine et les réseaux criminels. Là-dessus, nous allons poursuivre cette coopération dynamique. Aussi, nous avons ensemble travaillé dans le cadre du partenariat rénové, élargi, efficace et moderne. Et le Sénégal, comme vous le savez, a comme premier partenaire économique la France. Et nous avons ce matin eu plusieurs signatures qui renforcent cette perspective. Le TER, on l'a dit, on ne le dira jamais assez, qui est une transformation structurelle qui contribue à la transformation structurelle de notre système de transport public. Le supercalculateur dans cette zone même de Diamniadio, très bientôt, ainsi que le campus franco-sénégalais, l'achat d'aéronefs, au moins 6 aéronefs, dont 4 pour la nouvelle compagnie Air Sénégal, constituent des faits vraiment qui méritent d'être soulignés et qui justement viennent confirmer la qualité de cette coopération. Je remercie la France encore une fois pour son engagement très fort en faveur de l'éducation, elle l'a montré. Et surtout, je salue le leadership du président Emmanuel Macron, le leadership européen, international et aussi partenaire de l'Afrique. Je suis tout à fait à l'aise pour le dire.
très libre de mes positions. Je vous félicite pour ce que vous faites au nom de la France. Merci. Bon. Julia, can I take over? Thank you very much. Bonsoir mes collègues du corps de presse. Je suis Henri Bonsu, j'étais le modérateur hier et ce matin. Et maintenant, c'est à moi de présider, cette partie de la conférence. Il y aura 3 questions. Une question va à RTS du Sénégal. Nous avons les journalistes de RTS. Il est où? Oumar, yeah. Est-ce que ça marche, le micro? Il faut... Au micro. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai une question pour les deux chefs d'État. Le Sénégal, comme vient de le rappeler le président Sall, consacre un peu plus de 25% de son budget à l'éducation. Alors, si la dynamique se poursuit, le Sénégal va dépenser autant que le partenariat mondial à l'horizon 2020. C'est beaucoup, mais on le sait, c'est peu en même temps pour un secteur aussi stratégique. Alors, une question pour le président Sall, quels sont les nouveaux défis dans ce secteur? J'allais poser une question dans la foulée au président Emmanuel Macron qui a apporté un début de réponse. Alors, quelles sont les perspectives dans ce domaine-là, notamment dans la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France? Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Vous avez raison de dire que 3,6 milliards de dollars sur 3 ans pour le Sénégal, c'est beaucoup, et c'est en même temps très peu. En définitive, nous avons des défis. Le premier défi a été le défi de l'accès à l'éducation. Et pendant la décennie dernière, nous avons pu régler cette question de façon convenable avec un taux de scolarisation qui approche ou dépasse les 80%. Aujourd'hui, l'enjeu majeur reste la qualité de l'éducation, la qualité, l'équité et la transparence du système éducatif. Nous avons lancé un vaste programme de résorption des abris provisoires pour permettre à tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur origine sociale, de bénéficier d'un cadre et d'un environnement favorable qui leur permettrait d'avoir accès à l'éducation gratuitement jusqu'au moins à l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est aujourd'hui acté. C'est le sens que nous avons mis pour cette résorption de plus de 6800 salles de classe que nous avons engagées pour les 3 prochaines années. La qualité, donc, c'est aussi l'amélioration des systèmes de recrutement des instituteurs. Vous savez, depuis 3 ans, nous avons supprimé le concours à partir du brevet, au niveau du brevet. Et donc, brevet plus 1 an, brevet plus 3. Aujourd'hui, il faut avoir nécessairement le baccalauréat, plus une formation à l'école des instituteurs avant de pouvoir prétendre enseigner dans une classe. Alors, ces efforts se mesureront dans une décennie, c'est-à-dire que les enseignants formés dans ce nouveau système auront des élèves qui feront le bac dans 12-13 ans. Donc nous sommes en train d'investir pour l'avenir. Il ne faut pas croire que les résultats seront visibles immédiatement. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, avec non seulement la validation de l'ensemble et la titularisation des instituteurs adjoints d'alors et des corps émergents vers un système homogène de fonctionnaires, avec un relèvement du niveau, avec un concours d'entrée et des titularisations, évidemment, nous contribuons à améliorer la qualité des enseignants et donc la qualité finalement des élèves que nous aurons au bout du processus. Le défi donc reste pour le moment, comme l'accès est réglé. L'éducation des jeunes filles, nous avons fait de gros efforts au point que dans la plupart des salles de classe, vous avez plus de filles que de garçons aujourd'hui. Donc ça, c'est déjà très important. Il faut maintenir ce cap et assurer la qualité, l'équité, donc la répartition géographique des établissements, l'affectation des enseignants dans toutes les zones et enfin la transparence du système. Voilà ce que je voulais rajouter à votre question.
qui est de la coopération bilatérale en la matière, fidèle à l'esprit que je viens d'évoquer, elle doit répondre aux besoins et aux défis du Sénégal. Le défi, c'est celui d'un pays qui a une vraie croissance stable depuis plusieurs années, qui est une démocratie installée avec une économie qui est très forte dans la région, mais qui a une chance, sa jeunesse, si on la forme. La pyramide des âges est assez claire quand on regarde la population sénégalaise. Et donc, si cet investissement n'est pas fait compte tenu justement de la part de la jeunesse dans la population globale, cette jeunesse d'aujourd'hui deviendra le problème de demain. Parce que ce seront des millions de jeunes qui ne seront pas formés et donc pas employables et qui ne pourront pas tirer la croissance de demain, avec aussi des risques de bascule vers l'obscurantisme ou la violence. Il y a aujourd'hui au Sénégal entre 5,5 et 6 enfants par femme. Donc une vraie dynamique démographique. Ce qui fait que chaque année, sous le contrôle du président, il y a combien d'enfants qui rentrent dans la scolarité? 300 000. Donc, le premier défi face à ces 300 000 enfants, on le voit bien, c'est d'avoir cet accès équitable dont parlait le président, c'est-à-dire qu'il y aura un besoin de construction d'infrastructures scolaires qui continuera. Et donc la coopération, c'est l'exemple que nous avons vu ce matin, dans le cadre d'un projet porté par l'AFD, c'est de continuer à aider à construire des collèges de bonne qualité, en sortant certaines zones d'insalubrité. On a vu la différence avant-après, en permettant aussi d'avoir des collèges qui sont bien équipés, enfin des écoles, des collèges ou des lycées qui sont bien équipés pour pouvoir enseigner et le faire un peu partout. Donc ça, c'est un des axes de notre coopération. C'est d'ailleurs classiquement celui sur lequel nous étions principalement. Et nous avons augmenté les moyens mis sur cet axe-là, compte tenu des besoins, et nous allons poursuivre cet effort. Ensuite, il y a un deuxième levier, c'est l'innovation. On l'a aussi vu ce matin ensemble dans l'école que nous avons vue. Il ne faut pas penser que l'innovation est réservée aux pays les plus développés en matière scolaire. Ce serait une énorme erreur. Parce que l'innovation permet cet accès équitable et permet aussi d'innover en pédagogie. On l'a vu ce matin avec justement ces tableaux numériques, avec l'enregistrement de certains contenus et en particulier d'expériences en physique ou chimie, qu'on peut envoyer dans d'autres écoles qui n'ont pas forcément l'accès à ces mêmes matériels. De la même manière, nous avons entendu ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale que les inspections se faisaient aussi par voie numérique et par tablette dans certaines écoles. Ce qui, quand même, on le voit bien, est une vraie innovation de modernité que nous n'avons pas partout et pas toujours en France, et qui permet aussi de faire son métier de manière un peu différente, peut-être plus efficace. Et donc l'innovation doit être l'un des axes de ce partenariat et de ce que nous voulons accompagner, ce qui a été fait dans le cadre du projet de ce matin. Et puis le dernier point, je l'ai évoqué rapidement, c'est la formation, et en particulier la formation des enseignants. C'est l'aspect relevant de la qualité qu'évoquait le président Macky Sall. Je souhaite que nous puissions de plus en plus investir sur ce sujet. Nous l'avons fait dans le projet qui était présenté ce matin, puisqu'il y avait tout un enjeu de formation des directeurs et des enseignants. Nous allons le faire de plus en plus, avec en particulier deux volontés. La première, c'est que nous sommes en train de reconstruire en France, c'est-à-dire la volonté d'avoir une vraie école pédagogique, d'assumer une stratégie pédagogique, de revenir à certains fondamentaux. Je crois que c'est une base qu'on peut répliquer dans de nombreux pays et avec de nombreux pays où nous avons justement une langue en partage et des stratégies pédagogiques à partager. Et ensuite, la coopération universitaire que j'évoquais, qui va donner lieu à une vraie plateforme commune, peut servir justement de levier pour, entre autres, avoir un module de formation des maîtres. Et c'est ce que les ministres de l'Éducation nationale et des Affaires étrangères vont travailler ensemble dans les prochains mois pour développer, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui était avec nous ce matin, pour développer justement cette offre commune et ce partenariat en la matière. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour la deuxième question, je vais appeler CNews, de la France. CNews. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Président Macron. Le micro marche. Le micro marche? Ah, voilà. Le micro marche. Le président français, vous avez multiplié les déplacements en Afrique ces derniers mois. Vous avez détaillé les leviers qui, selon vous, sont à même d'enrayer les crises qui frappent le continent africain. Vous avez fait notamment question de la lutte contre l'immigration illégale, l'une des priorités. Et
Et aujourd'hui à Dakar, vous avez parlé de l'éducation comme l'alpha et l'oméga de cette lutte pour fixer les personnes dans les pays d'origine. Et pourtant, on a entendu votre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à Calais, parler d'événements d'une gravité exceptionnelle. Est-ce que ce n'est pas le devoir de la France d'en faire encore plus et au plus vite pour régler ces problèmes d'immigration illégale sur le territoire national? D'abord, j'ai employé le terme de fixer les populations par l'éducation, parce qu'on ne fixe personne, ni vous, ni moi, ni qui que ce soit. Et je dois dire que quand on connaît l'Afrique, on sait qu'on ne fixe pas les femmes et les hommes qui y vivent, parce qu'il est tradition de bouger. Et le concept de frontières, d'ailleurs au sein de l'Afrique, en particulier de la CEDEAO, n'a absolument pas le même sens qu'en Europe. On ne peut pas d'abord aborder ce sujet sans aujourd'hui avoir une pensée pour les dizaines de migrants qui ont un nouveau péri dans la Méditerranée suite au naufrage d'une embarcation qui partait de la Libye et qui, comme je l'ai encore dénoncé il y a quelques jours, est venue à faire de la Méditerranée un cimetière. J'ai dit, ce sujet des grandes migrations que nous vivons aujourd'hui, si on ne veut pas le regarder dans sa complexité, la complexité du phénomène que nous vivons sur le territoire national et la complexité de ses causes, d'une part, nous ne le traiterons pas bien chez nous, d'autre part, nous n'y répondrons pas bien dans l'ensemble. Je vais donc essayer d'avoir cet esprit de distinction à la fois en France et à l'étranger. En France, nous avons une pression migratoire aujourd'hui. Est-elle incommensurable? Non. Elle correspond à un phénomène qui, remontant de l'Afrique aujourd'hui, fait que par les côtes de l'Italie, beaucoup de femmes et d'hommes arrivent. Mais au regard de la population française, il faut savoir raison garder, c'est beaucoup plus que les années précédentes, mais nous ne sommes pas face à une vague, comme certains le disent, et cela n'a rien de comparable à ce que certains pays ont vécu. Par exemple, en 2015, lorsqu'il y avait des vagues migratoires venant de la zone irako-syrienne de l'Afghanistan, là, il y a eu des millions de réfugiés. La situation en France fait que, malgré tout, nous avons justement cette pression migratoire. Calais, d'où le ministre de l'Intérieur s'est exprimé hier, est un cas très particulier, qui préexiste à cette pression migratoire depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies même, qui est liée à la gestion de la frontière commune entre la France et la Grande-Bretagne, et où vous avez, pour la quasi-totalité, des femmes et des hommes qui ne demandent pas ni à rester, ni même à avoir des titres de séjour en France, mais veulent aller en Grande-Bretagne. C'est toute la difficulté de la situation de Calais. Nous avons apporté une réponse à cette situation qui consiste à justement créer des centres d'accueil, nous en avons créé 3 dans la région, à développer, ce qui va être finalisé dans les prochaines semaines, une offre humanitaire complète pour toutes celles et ceux qui sont sur Calais, à avoir une meilleure prévention, à renégocier des accords avec la Grande-Bretagne pour mieux gérer en particulier le sujet des mineurs, et nous ferons tout pour que cette situation soit réglée de manière à la fois humaine et efficace dans cette région. Mais c'est une situation qui est très propre à la fois à la région de Calais et une partie des côtes normandes. Pour le reste du pays, nous gérerons les sujets de migration de manière très claire. Il y a des migrations en permanence avec de nombreux pays qui sont organisés par une politique de visa assumée depuis des décennies. Et nous avons, en particulier avec le Sénégal, nous en avons parlé, la volonté de mettre en place ces visas de circulation qui permettent aux étudiants, aux académiques, aux politiques, aux hommes et femmes d'affaires de circuler beaucoup plus librement et sans d'autres procédures. Il y a à côté de ça un autre phénomène qui est celui des réfugiés politiques. Nous n'en parlons pas pour toute l'Afrique de l'Ouest, mais il y a des situations de conflit qui existent en Afrique, par exemple dans la Corne de l'Afrique ou dans d'autres régions, où là des femmes et des hommes peuvent arriver par l'immigration et demander l'asile. Et là, j'ai toujours été très clair, nous respectons à la fois nos valeurs, notre droit. Je rappelle que l'asile est protégé par notre Constitution depuis le préambule de 1946, et nous instruisons, et notre volonté est de les instruire beaucoup plus rapidement, tous ces dossiers. Et puis il y a celles et ceux qui arrivent sans titre, de manière illégale et sans avoir droit à l'asile. Et là aussi, nous voulons pouvoir mieux contrôler cette situation et ramener vers leur pays d'origine celles et ceux qui arrivent dans ce contexte. Je crois que c'est normal, c'est ce que fait tout pays organisé, c'est ce que nos concitoyens attendent légitimement, c'est ce qui est conforme au droit. Mais à vouloir tout confondre, et à dire que vous ne respectez pas les droits de l'homme, parce que vous n'accueillez pas de manière indifférenciée celles et ceux qui arrivent, on se trompe et on se perd même dans nos valeurs. Nos valeurs, c'est de respecter l'asile, nous le faisons de manière inconditionnelle. L'accueil d'urgence est fait de manière inconditionnelle en France encore aujourd'hui. Mais il n'est plus fait de manière indifférenciée. Parce que vous-même, qui êtes citoyen français, contribuable, je vous demande de respecter des règles.
Il est donc normal que quiconque arrive sur le territoire français soit logé, protégé, nourri, mais que nous lui demandions de rentrer dans un processus où on va regarder s'il relève du droit d'asile ou pas, et instruire dans les meilleurs délais sa situation. Tout ça doit être remis dans son bon cadre, avec, je crois, beaucoup de raisons et beaucoup plus d'efficacité. Parce que pour traiter ce sujet jusqu'au bout, il faut aussi à la fois aller beaucoup plus vite dans le traitement de tous ces dossiers et beaucoup mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester. C'est pour ça que nous aurons une vraie politique d'investissement en la matière, et c'est ce qui fera partie également du projet de loi qui sera présenté dans les prochaines semaines. Ensuite, pour essayer de prévenir ce phénomène, d'abord, il y a une partie des migrations qui sont souhaitées, souhaitables, et je souhaite un monde ouvert. Mais le phénomène que nous sommes en train de vivre, de part et d'autre de la Méditerranée, est dû à quoi? Il est dû au fait que ces dernières années, des réseaux de trafiquants ont proliféré. Ils sont profondément liés aux terroristes, mais vous avez, du golfe de Guinée jusqu'à la Libye, un trafic d'êtres humains, d'armes, de drogue qui s'est mis en place et qui déstabilise profondément tout la région. Les femmes et les hommes qui viennent du golfe de Guinée ou de certains pays du Sahel ne relèvent pour quasi aucun d'entre eux du droit d'asile. Ce sont souvent des migrations de type économique, et ce sont des femmes et des hommes qui sont manipulés par des réseaux de trafiquants d'êtres humains et qui utilisent cette voie et qui parfois au péril de leur vie promettent des choses folles aux gens pour de l'argent. Et donc il est important de faire de la pédagogie, il est important de démanteler ces réseaux de trafiquants, et c'est l'action que nous voulons conduire, c'est le partenariat bilatéral que nous avons, c'est l'action que nous avons à travers le Sahel, toute une action en termes de sécurité et de développement dans le Sahel, avec les forces G5 Sahel, le rôle de Barkhane et l'Alliance pour le Sahel. Et c'est toute l'action diplomatique que nous déployons depuis l'été dernier en Libye. Parce qu'un des points clés pour stopper ces trafiquants, c'est de redonner de la stabilité politique à la Libye. C'est ce que nous avons fait depuis l'été dernier en essayant justement de construire une feuille de route crédible et d'accompagner les travaux des Nations Unies avec le rendez-vous de la Celle-Saint-Cloud dès juillet et un travail actif. Le ministre des Affaires étrangères y a encore été récemment pour rassembler les parties et arriver à la stabilité dès cette année. C'est l'ensemble de ces mesures qui à court terme permettra de stabiliser les choses, mais vous le voyez, ce sont beaucoup des mesures de stabilité politique, sécurité, démantèlement des réseaux. Ensuite, et enfin, il faut essayer de prévenir les causes de ces mouvements, c'est le développement économique et l'éducation. La meilleure façon de prévenir ces migrations, c'est d'accroître notre effort en termes de développement économique, de coopération, en matière éducative, de santé, mais également en matière de développement économique, pour que les pays d'origine comme de transit aient une capacité, justement, à permettre à leurs concitoyens de porter leurs projets dans les pays. Ce que veulent faire tous les dirigeants que je connais dans la région. Et dans ce contexte-là, c'est pour ça que nous avons développé ce partenariat que j'évoquais, l'Alliance pour le Sahel, qui vise pour nous à concentrer les projets sur le terrain et aider au développement local, mais aussi à simplifier l'aide publique au développement dans toute la région du Sahel pour des projets plus concrets. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision, conformément à mes engagements de campagne, de porter l'aide publique au développement français à 0,55% du revenu national brut. Ce qui est une augmentation très considérable, donnera lieu à des décisions concrètes comme celle que vous avez vue aujourd'hui, qui est une de ces déclinaisons, mais qui est, que je crois très profondément, si nous voulons répondre à ce défi, nous devons aider les pays qui sont face aussi à ces grandes migrations et à ces déstabilisations. Voilà, pardon d'avoir été long, mais le problème est complexe. Il a une partie de réponse nationale, il a une partie de réponse politique et sécuritaire, il a une partie de réponse dans la politique de développement et la politique éducative que nous avons longuement évoquée. La question était complexe, la réponse est profonde. Ça marche? Bon, ok. Finalement, la dernière question, je vais inviter Reuters. Oui, Reuters. Voilà. Try again. Encore une fois. Merci, Président Macron et Président Sall et Madame Gillard. My question is for you, sir, and I will address in English. So, this program targets developing countries, but the bulk of your finances comes from wealthy nations, and
this is something President Macron addressed as well, but my question is, why is it in the interest of wealthy countries to finance education in developing countries? What do they benefit? What do they gain from this? Thank you. Thank you very much for that question, and I'll try and answer it as briefly as I can. What do developed countries, what do wealthy countries gain? Well, ultimately, I think we'd all want to see our citizens and the next generation live in a peaceful and stable world. And we know that if we educate children, if they are educated and have opportunity after school, that they are much more likely to live in peaceful societies and to find ways of resolving conflict without resort to the use of force. Peace is in all our interests. Economic growth, global economic growth and domestic economic growth is in all our interests. If nations are places of prosperity, then we not only bring people out of poverty, we give them real opportunities, we buttress the global economy. The more the global economy goes around, the better for all of us. When it comes to fighting pandemics and making sure that each of us is safe and healthy, we know that education plays a role. For example, the education of adolescent girls decreases their likelihood of contracting HIV/AIDS. If we believe, as I passionately do, in gender equality, then we must believe in it for all of the girls and the women in the world. And education is certainly correlated with women's empowerment. An educated girl will become a woman who is likely to choose to marry later. She is likely to choose to have fewer children. She will devote the income she earns to her family and her community, and we get on a virtuous cycle of upward development. For all of those reasons, it's in everybody's interest to see investments in education right around the world. We've heard today at this conference about how Africa wants to be in a time of Africa First, of catering for the needs of its own population without dependency on any overseas development aid. I'd like to see those days too. I'd like to live in those days when every country in Africa and every country around the world is peaceful, prosperous, able to offer every boy and every girl a great start in life. When we get there, I'll happily stay home in Australia, but we're not there yet. And if I can, in my Australian accent, echo a thought that President Macron expressed in his lyrical French, we have more to do and more to come as a global partnership for education. We leave this conference knowing that there are donors who will pledge and have indicated that they are prepared to pledge when they can attend to some matters in their own government decision making. And then when we have received those pledges, we will still have more to do. And I very much welcome that our champions here, our global leaders, President Macron and President Sall, will still be engaged with us in those days ahead. Si Monsieur le Président Sall, vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur le Président Macron? Bon, allez, comme ils disent en France, allez, c'est fini.